exactement, mais presque, en tout cas le canal de Suez. Et les Lyonnais ont des espèces de manies, des espèces de respect de tradition, et tous les François avaient un prénom qui commençait par A. Alors mon père s'appelait Aimé, l'oncle qui vit en ce moment à Toulouse s'appelle Armand, et l'autre s'appelait André, celui qui est décédé, qui était le plus âgé. J'ai une cousine qui s'appelle Arlette, qui a épousé un militaire pendant l'occupation du canal de Suez par l'armée britannique, qui a terminé général, alors une réussite fantastique. Elle vit pas loin de Londres, elle a vécu à Chypre très longtemps, elle s'appelait Arlette. Et puis j'ai un autre cousin qui vit à Aix-en-Provence, qui s'appelle Adolphe. Et moi, j'aurais dû m'appeler Antoine, et ainsi de suite. Alors, ma mère s'est battue, parce que ma mère... Alors ça, c'est le côté italien de ma famille, enfin de mon sang. Ma mère est calabraise pure, et elle voulait absolument m'appeler Claude. Alors, elle m'a appelé Claude, et mon père a crié, et puis alors, ils se sont partagés, ils m'ont appelé Claude Antoine. Puis comme c'était loin, à l'école, on m'appelait Claude, puis Claude est resté. Et puis, en fait, sur le passeport, il y a écrit Claude Antoine et Marie, parce qu'on m'a habillé en bleu ciel pour la Vierge Marie pendant un an. Et alors, j'ai eu le 3e prénom de Marie. Alors, j'ai donné tous mes secrets, je crois que j'ai jamais dit ça. Ah, merci. Alors, des fois qu'on me sorte un nouveau surnom, ces autres noms, prénoms du moins. Alors, tout jeune, qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se passait? Oh, là-bas, alors, on était envahis de bonnes sœurs, de curés, de frères. Alors, moi, j'ai été élevé chez les frères de Pleuhermel. Et j'étais insupportable, je le suis toujours, mais là-bas, je l'étais encore plus que jamais. Et mes parents devenaient fous, ils ne pouvaient pas me garder à la maison. Et ils m'ont mis pensionnaire chez les frères de Pleuhermel pendant 8 ans. Et bien, en dépit de ce qu'on peut imaginer, c'était très très dur, mais je me suis régalé. C'est peut-être les meilleurs souvenirs de ma vie. On vivait sainement, on faisait du sport en permanence. Je me souviens, j'adorais ça. C'était levé à 5 heures, à 6 heures la messe. J'étais enfant de chœur, je me mettais à gauche pour pouvoir mettre la soucoupe sous les manteaux. À droite, on faisait tout le travail, mais à gauche, on était avec on suivait le prêtre avec les hosties. Donc. Et puis après, on retournait à 7 heures. On faisait du sport jusqu'à à peu près 8h moins le quart. Ensuite, on déjeunait à 8h moins le quart jusqu'à 8h15. À 8h30, on rentrait. On était en récréation jusqu'à 8h30 avec ceux qui arrivaient, les externes. Et puis après, à 8h30, on était en cours. Et puis après, à 10h du sport. Et puis le jeudi, toute la journée du sport. Le samedi et le dimanche, du sport. Des frères bretons avec des balèzes, des types super sains, super... Puis il y en avait un qui était magnifique. En plus, il s'appelait frère Marcel, je peux le dire. Je crois bien qu'il vit d'ailleurs quelque part en Bretagne. Et il était vraiment une merveille. Il aurait enregistré un disque, il aurait fait un tube à tous les coups. Il était beau comme tout. Et je me souviens que quand on allait à la messe, toutes les filles, on était uniquement des garçons chez les frères, bien sûr, mais il y avait les sœurs de Saint-Vincent de Paul, il y avait ma sœur qui était là-bas, c'est comme ça que je le savais, toutes les filles étaient folles du frère Marcel, je me souviens, un grand blond aux yeux bleus, mais il était, alors j'ai oublié les termes techniques qu'on emploie quand un prêtre est ordonné, l'ordination, ça doit être ça, oui. Alors le jour, parce qu'il était là, il apprenait à être frère, je ne sais pas quels sont les termes, donc je dis, mais enfin je sais qu'il n'était pas ordonné, puis un jour il s'est fait ordonner, alors ce jour-là c'était le désespoir à l'école, il y avait toujours un espoir au cœur des jeunes filles qui étaient à l'école de Saint-Vincent de Paul, oui. Elles ont essayé mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que vous chantiez? Alors tu devais chanter déjà, c'était tes premiers... Ah, j'étais le dimanche, parce qu'on ne chantait pas dans la semaine, j'étais le dimanche dans les chœurs, aux enterrements et aux confirmations, aux communions, enfin toute manifestation, il y avait des chants d'église, j'étais... Alors on m'avait d'abord pris au départ parce que j'ai étudié du violon classique pendant, je crois, l'âge de 3 ans et demi, on m'a collé un violon classique, un quart on appelle ça, ensuite il y a des demi, ensuite des 3/4, ensuite des violons normaux. On m'a collé un petit violon qui est un quart de violon, enfin c'est un violon entier mais c'est le quart du volume, contre un petit chien noir frisé, j'ai toujours adoré les animaux. C'était la monnaie d'échange. On m'a collé le violon et on m'a dit si tu veux le petit chien noir, tu apprends à jouer du violon. Alors moi, j'ai bien voulu apprendre à jouer du violon. Je trouve que c'est l'instrument le plus ingrat et le plus ingrat. Je crois que c'est le mot qui lui va le mieux. Puis il n'est pas très agréable à écouter. J'allais dire le plus désagréable à écouter, mais en quatuor à cordes, c'est superbe. Mais quand il y a un violon tout seul, c'est en général irritant. Pourtant, j'en ai pratiqué pendant... Je passais ma deuxième partie, j'avais encore le violon. Alors ça a été la grande phrase avec mon père, ça a été « Tu décides, ou c'est Fiorillo avec Kreutzer, ou c'est la deuxième partie, j'y arriverai pas ». Il m'a dit donc, oublions Fiorillo pendant quelques temps, c'était mes études, c'est des études super difficiles. Ceux qui apprennent à jouer du violon, ils savent ce que c'est. Et j'ai échoué à la deuxième partie en même temps, alors il était foudrage, parce qu'il avait tout perdu en une seule et même fois. Et donc pendant 10 ans et demi, 11 ans à peu près, j'ai appris en clé de sol, uniquement, du violon, parallèlement à mes études, bien sûr. Alors, les curés, comme vous voyez, j'étudiais le violon que je savais donc déchiffrer à vue. Ils me donnaient, moi, une partition en disant, lui, au moins, il déchiffrera vite tous les chants.
puis en plus, ils se sont aperçus que je chantais juste. Les violonistes, en général, chantent juste, entendent juste. Car le principe d'un violon, c'est donc si on met le doigt là où il faut l'entendre. On ne contrôle pas ou toucher, on contrôle à l'oreille. Les violonistes, en général, de l'oreille. Et leur défaut, c'est qu'ils entendent bas, donc ils jouent un peu plus haut. Hier soir, je chantais, pour moi, c'était juste. Et mon directeur artistique, qui lui est pianiste, disait non, tu chantes un peu haut. C'est toujours, mais un poil à rien. Il faut vraiment avoir une oreille très attentionnée. Et donc, j'ai fait cela pendant du sport, le catéchisme le matin, les cours modernes. J'ai jamais fait de classique. Et du violon, puis tout cela jusqu'à l'âge de 14 ans à peu près. 14 ans, j'ai été donc passer mes bacs au Caire, car les études s'arrêtaient en classe de seconde, sur le canal de Suez. Et là, j'étais externe. Alors là, c'était la belle vie. Mais tu préparais quoi à cette époque? Je passais mes bacs, bac moderne. J'ai fait philo moderne, et puis j'ai fait une première partie de Bachot moderne. Et tu as fait de la musique comme amateur dans un groupe tout de suite ou Ah non. J'étais que le violon classique. J'allais au conservatoire donc local là-bas, qui est un conservatoire laïque où tout le monde pouvait aller. J'avais un professeur de violon, c'est drôle d'ailleurs parce qu'il jouait dans l'orchestre de Bob Azam là-bas, au haut de l'hôtel Sémiramis. Il y avait un club où il y avait un violoniste, remarquable violoniste classique, mais pour pouvoir boucler ses fins de mois, il est obligé de jouer dans des orchestres modernes. Il jouait admirablement du violon et de la clarinette. Et ce que j'adorais, moi, c'est le jeudi et le dimanche, quand j'avais mes cours de violon avec ce professeur-là. C'était pour renforcer les cours habituels de tous les jours du conservatoire, où j'allais également. Il ramenait 2 copains à lui, un violoniste, un flûtiste, et lui jouait de la clarinette, et moi je me mettais au violon. Alors on prenait des quatuors à cordes, à la seule différence qu'en déchiffrant, les autres s'adaptaient à chaque partition. Alors c'était le paradis. Je veux dire, après la rigueur des gammes et de tout ce qu'on pouvait étudier, des horribles 7 positions de violon qu'il y a, c'est ça qui est dramatique dans un violon. Il y a 7 positions, c'est mathématique. Première position, comme n'importe quel instrument, il y a une position pour l'instrument. Quand on connaît l'instrument, nous, on nous apprend pendant 3-4 ans une position, puis on dit bon, on va passer à la seconde position. Alors le Fa, qui est premier doigt sur le Mi, devient 3e doigt sur le La, et toutes les notes sont décalées d'une position. Puis quand on a bien mis la seconde en tête, il faut revenir à la première parce qu'on a oublié. Puis quand on finit par bien savoir l'une et l'autre, il y a une 3e qui arrive et ainsi de suite. Je veux dire, c'est un travail de fou. Le bagne, quoi. J'admire les violonistes. Je veux dire, c'est l'instrument le plus ingrat. Mais tu n'as pas de violoniste, enfin, à part lorsque tu es en grand orchestre, mais tu n'as pas de violoniste dans mon orchestre. Non, on l'entendrait pas. C'est une vengeance. Oui, c'est une vengeance. Bon, tu avais quel âge au moment où ça s'est terminé? 56, je suis né en 39, j'avais 16 ans et demi, en plein été, c'était en mois de juillet, août 56. C'était l'époque du premier amour, déjà, ou avant c'était... Bon, j'ai commencé tôt de ce côté-là. Non, le premier amour. Mais amour platonique, bien sûr, c'était, je devais avoir 9-10 ans. C'est une fille qui est célèbre. Non, pas du tout. Je me suis ma cousine comme tout le monde, mais... Non, c'était une fille qui s'appelait Benjamin Bégoin, dont je suis toujours amoureux d'ailleurs. Enfin, je veux dire, toutes les filles que je connais maintenant à travers elle. On peut prendre un de mes amours dans ma vie qui a été important, donc qui est la mère de mes enfants, c'est donc Isabelle. Quand je regarde Isabelle, je me dis, mince, c'est fou, elle ressemble à Benjamin. Et quand je regarde la tendre amie que j'ai en ce moment, qui est américaine, elle a les mêmes yeux, les mêmes lèvres. Je veux dire, je crois que c'est un petit peu le vrai pour tout le monde, sans se rendre compte. Le premier amour qui subjugue, qui traumatise, on le poursuit sans s'en rendre compte toute sa vie finalement. On le recherche toujours un peu. Alors, 16 ans, qu'est-ce que tu fais? T'as déjà envie de faire ce métier, non? Oh oui, j'adore ça déjà. Je dois dire que je suis vraiment d'une famille de musiciens. Il faut comprendre pourquoi. Ma mère joue du piano. Elle a toujours honte d'en jouer, mais quand je la lâche sur un piano, elle joue admirablement, elle peint. Ça, c'est le côté italien. Mon père écrivait des poèmes, il les cachait, on ne les a jamais lus. Mais les 2 frères de ma mère, il est décédé maintenant, il y a 2-3 ans, il était encore musicien. Les 2 frères de ma mère, il y en a un autre qui vit à Venise, qui est donc musicien aussi, ont vécu toute leur vie. Celui qui est décédé jouait du piano, celui qui vit toujours jouait du violon. Tous les 2 ont vécu pendant de longues années de musique classique, à l'Opéra du Caire, dans les orchestres symphoniques locaux, etc. Ils jouaient pour les 5 o'clock tea de l'armée britannique. À 5 heures, on allait jouer un petit peu de musique classique pendant que les Anglais buvaient leur thé. Et les 2, pour arrondir leur fin de mois également, travaillaient dans les cinémas muets. Donc accompagner toutes les scènes au piano. Ah oui, c'est quelque chose de remarquable. Ça. Je veux dire, il faut avoir une technique musicale extraordinaire parce que d'abord ils sont 2. Regardez, j'étais subjugué. À l'époque, c'était tous les Glenn Miller et autres qui jouaient le soir pour faire danser les gens. Alors, mon rêve, je disais sans arrêt à la maison, je serais musicien. Moi, je voulais être batteur. Je suis devenu batteur d'ailleurs par la suite. J'avais jamais pensé être chanteur, c'était batteur.
Et de ta jeunesse, Claude François, de ta jeunesse, quelle est la situation dont tu te souviens le plus? Enfin, la plus mauvaise ou la meilleure situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là, dont tu te souviens, qui marque? Oh, la chose qui une fessée de grand-père ou je sais pas, une blague faite qui n'a pas fait rire toute la famille? Oh non, la chose qui m'a vraiment traumatisé, c'est le départ sans bagage, c'est passer par les douanes en se faisant déshabiller par Zaram, en se faisant mettre les doigts où on pense pour voir s'il n'y a rien de caché, en se faisant traiter de tous les noms, se cracher la figure, jeter les affaires devant, être obligé de s'habiller tout nu devant les gens, embarquer dans des navires, des pétroliers comme des bestiaux, mal de mer pendant 14 jours, arriver au Havre qu'on n'avait jamais vu de notre vie, et avoir ce contraste il faisait très mauvais. Je dis pas qu'il fasse mauvais en général au Havre, mais je veux dire ce jour-là il faisait mauvais. Et puis arriver à Paris, se faire insulter parce qu'on traverse sans regarder les feux ou tout ça parce qu'on n'a pas l'habitude, et puis je veux dire, puis avoir froid, puis rien avoir sur son dos, aller au 1 rue d'Astorg, je la connais, ce 1 rue d'Astorg où il y avait le canal de Suez à l'époque, les compagnies, se faire dire vous êtes à la lettre F et nous en sommes à peine à la lettre B, il faudra attendre, nous sommes à la fin. Alors il a fallu attendre 2-3 jours devant la porte, jusqu'à ce qu'on avait bien donné un peu d'argent pour les manger. Ça a été ce traumatisme m'a atteint une fois pour toutes. Ma réussite, si réussite il y a, je trouve que c'est pas une réussite ma vie. Ma vie aurait été une réussite, je l'avais poursuivie là-bas où j'étais né. Mais cette forme de réussite sociale n'est que la leçon que j'ai reçue une fois pour toutes ce jour-là quand j'ai quitté l'Égypte, quand j'ai quitté un équilibre, quand j'ai pris conscience qu'on pouvait du jour au lendemain tout remettre en question. Alors qu'on m'avait appris à l'école pendant des années qu'il y avait une société, qu'il y avait des droits, qu'il y avait des rigueurs, qu'il y avait une justice, qu'il y avait tout ça. Puis d'un coup, on me contredit tout ça sans me donner d'explication. Et mon père en premier. J'étais bien capable de me demander, il ne comprenait pas lui-même. Alors ça, c'est la chose qui m'a galbé ma vie dorénavant. Je m'attends au pire tout le temps. C'est peut-être ça qui fait ma force. Je m'attends au pire, je sais que tout va être de pire en pire. Et comme ça va pas vraiment aussi mal que je l'imagine, j'ai l'impression d'être heureux. Demain, le pain noir de Claude François. Merci Claude. Deuxième jour. Ah, on en a 5 à passer ensemble. Attention, hein, tu m'as dit que tu allais parler vite parce que tu arrives en retard. Est-ce que tu es toujours en retard? Toujours en retard. C'est mon drame. En retard à la messe, en retard à l'orchestre, en retard partout. C'est une maladie. Ouais. Mais je veux dire... mais par contre, la qualité de ce retard, c'est qu'on peut me faire attendre tant qu'on veut, ça m'est égal. J'étais à l'émission des Carpentiers l'autre jour... Je suis arrivé à l'heure, c'est un miracle. J'avais l'impression d'être à l'avance, j'étais tout juste à l'heure. Et on m'a dit, on vous avait dit à l'heure, mais parce qu'on vous connaît, mais finalement ça dit que dans 1 heure. Je dis, tant mieux, je suis fou de joie. Puis alors on m'a fait attendre 1 heure, puis au bout d'1 heure on revient, on me dit, vous n'avez pas de chance, il faut une grève sauvage, on ne sait pas combien de temps